Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Patrick Provost était professeur en biochimie à l'Université Laval. Il a été congédié parce qu'il remettait en question l'efficacité des vaccins ARN COVID-19. Lui, il a été vacciné une première fois. Il a ressenti des effets secondaires importants. Il a mis en garde la population contre le vaccin, particulièrement ceux qui sont administrés aux enfants. Et là, l'Université Laval a dit ça n'a pas de maudit bon sens. Un professeur en biochimie ne peut pas tenir ce discours-là. Ils l'ont sacré dehors. Joseph Facal, notre collaborateur, a pris sa défense hier dans une excellente chronique intitulée « L'Université Laval a eu tort de congédier Patrick Provost ». Il est avec nous. Bonjour, M. Provost. Bonjour, M. Martineau. Bon, on en est où, là? Est-ce que c'est le congédiement, il est final, bâton? Vous avez aucun recours ou il va y avoir une suite à ces choses-là? En fait, le congédiement, c'est tout simplement une nouvelle étape qui vient s'ajouter à la vingtaine de griefs qui sont déjà devant l'arbitre Rosaire Hood, qui sont débattus actuellement. On est rendu à 22 journées d'audience pour une seule suspension. Donc, le congédiement qui est fondé sur la doctrine de l'incident culminant. Donc, la décision du congédiement a culminé sur les sanctions précédentes, eh bien, elle va être considérée dans ce contexte-là où l'arbitre va juger de la validité des suspensions et des sanctions qui sont toutes contestées par mon syndicat, le SPUL. Et là, si l'arbitre décidait, par exemple, que la suspension n'était pas valide, et donc ça ferait tomber la première suspension, ça serait comme un genre d'effet domino sur toutes les autres sanctions et suspensions, et on pourrait alors songer à une possible réintégration éventuellement. Est-ce que, selon vous, un professeur qui dirait en classe « Je trouve qu'on y va trop vite pour les changements de sexe chez les mineurs », je trouve qu'il va falloir mettre le frein, qu'on voit de la dysphorie de genre là où il n'y en a pas. Est-ce que ce professeur-là, selon vous, risquerait de perdre sa job aussi? En fait, comme a fait allusion M. Facal, je pense qu'il est important au Québec sur la liberté académique en milieu universitaire. Donc, cette loi-là, justement, protège les professeurs qui expriment des opinions qui peuvent susciter des émotions, susciter des réactions, surtout sur des sujets polarisants, en particulier comme sur les vaccins COVID-19, donc sur lesquels je me suis exprimé. C'est un sujet évidemment très divisif, explosif. Et à cet égard-là, il ne faut pas que les professeurs se sentent menacés ou à risque de perdre leur emploi s'ils prenaient la parole publiquement. Parce que la prise de parole publique, c'est quand même un élément important de la fonction des professeurs, parce qu'en bout de ligne, c'est la population qui finance nos universités, les salaires des profs, et doivent pouvoir bénéficier des retombées de leurs travaux, de leurs connaissances, et les professeurs peuvent faire ça par la communication publique. Et là, si les professeurs peuvent s'exposer et à risquer de perdre leur emploi, collègues qui ne s'exprimeront plus. Et là, c'est le service à la population qui est compromis. La loi 32 sur la liberté académique, je vais lire le libellé, le droit de toute personne d'exercer librement et sans contrainte idéologique, doctrinale ou morale, telle la censure institutionnelle, une activité par laquelle elle contribue à l'accomplissement de la mission d'un établissement d'enseignement. Là, j'imagine, on vous a demandé, bon, vous avez émis des bémols, des critiques sur l'efficacité du vaccin contre la COVID. Est-ce qu'on vous a demandé, montrez-nous les études sur lesquelles vous avez basé vos opinions, parce que vous êtes un professeur de sciences, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi. J'imagine que vous basez vos opinions sur des études qui sont crédibles, pas seulement sur des sites Internet de coucou, de complotistes, on s'entend, là. Est-ce qu'on vous a demandé, justement, là, M. Provost, montrez-nous les études sur lesquelles vous êtes basé. Où on a dit non, vous n'avez pas le droit de dire ça, point final, dehors. Non, en fait, le processus à travers lequel l'Université Laval ou le vice-recteur André Darvaux m'impose depuis bientôt 28 mois, c'est un dialogue de sourds où est-ce que le vice-recteur s'attaque à moi, s'acharne sur moi
pour essayer de me faire taire, me forcer à l'autocensure, mais sans jamais être ouvert à aucune discussion. Je n'ai jamais pu parler à mon vice-recteur aux ressources humaines, alors qu'ils sont là pour gérer les ressources humaines. Donc, c'est ça, je le déplore très vivement. Et, tu sais, dans l'université, si on n'est pas capable de discuter, il y a un sérieux problème parce que c'est la mission de l'université de faire circuler les idées, de pouvoir débattre, de pouvoir échanger des opinions, même des opinions qui peuvent nous choquer parfois, qui vont nous ébranler. Mais ça, c'est nécessaire dans la quête de vérité. Et c'est là que je crois que l'Université Laval a perdu sa boussole morale dans cette histoire-là. Moi, j'ai tendance à penser, vous savez, tout ce qui est sciences molles, je mets les sciences sociales là-dedans, peut-être même l'histoire qu'on pourrait mettre là-dedans, puis tout ça, il y a une part, effectivement, d'opinion, il y a une part d'interprétation. Mais ce qu'on appelle sciences dures, vous êtes prof de biochimie, c'est pas une question d'opinion, là, c'est une question de faits. Vous êtes là pour transmettre des faits. Alors là, il va falloir que vous prouviez que les faits que vous transmettez, c'est-à-dire que ce vaccin-là n'était pas efficace, j'imagine que pour vous, c'est un fait, c'est pas rien qu'une opinion. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'un professeur de sciences soit là pour exprimer ses opinions. À la limite, je m'en fous. Je veux qu'il soit là pour transmettre des connaissances. Alors, est-ce que c'est un fait que vous pouvez, vous, si jamais là, vous allez voir votre recteur puis dire, regardez, là, j'ai des études, ou alors c'est rien qu'une opinion? Non, exactement. Donc, comme scientifique, il faut vraiment garder la tête froide, ne pas se laisser emporter par les émotions. On peut nous dire, on s'en tient aux faits, on s'en tient aux données, on s'en tient aux articles scientifiques. Et c'est ça que j'ai véhiculé, c'est ça que j'ai communiqué à mes collègues des départements de l'axe de recherche, aux ressources humaines, à l'université, aux 125 élus de l'Assemblée nationale. J'ai aussi communiqué avec les démographes du Québec, avec les coronaires du Québec. Donc, tous des faits scientifiques prouvés, démontrés pour appuyer mes dires. Et savez-vous, M. Martineau, combien de réponses que j'ai eues? Une seule, celle du ministre Christian Dubé de la Santé, qui a refusé de me rencontrer. Alors, dans cette situation-là, qu'est-ce que je devrais faire? Alors que je suis là pour sonner l'alerte et personne ne veut m'entendre. Personne ne veut prendre action sur tout ce que je rapporte scientifiquement et basé sur la science. Vous êtes peut-être complètement dans le champ, M. Patrick Provost, mais au moins qu'il y ait une discussion puis qu'il vous prouve, qu'il réponde à vos arguments par des arguments, qui répondent à vos faits par des faits. Et là, c'est ça que vous déplorez, c'est qu'il n'y a même pas eu cette conversation-là. Là. Il n'y a pas de discussion aucune. Et puis, il ne s'agit pas de dire que Provost est dans le champ. Il s'agit de le démontrer que je suis dans le champ. Parce que jusqu'à preuve du contraire, moi, je suis le seul qui se présente publiquement, qui suis prêt à débattre. Mes collègues se cachent, n'ont jamais retourné aucune réponse à mes courriels. Et là, il y a des collègues qui ont porté plainte parce que je leur ai envoyé des courriels. Mais faites seulement y répondre. Et si vous n'êtes pas capable d'y répondre, répondez-moi. Bon, désolé Patrick, je ne peux pas répondre à tes questions. Ou tout simplement flusher mon courriel. Mais là, de là à porter plainte, parce qu'une fois que la plainte est déposée aux ressources humaines, là, il n'est pas possible, les discussions sont brisées parce qu'ils antagonisent à ce moment-là le plaignant avec l'intimé. Et là, ils judiciarisent la relation professorale. Et là, on perd toute l'essence de l'université. Monsieur Provost, est-ce que vous accepteriez, vous, qu'un professeur d'histoire, par exemple, nie l'existence de l'Holocauste ou qu'un professeur de physique nie l'existence des forces de la gravité? Est-ce que vous diriez, vous, que c'est un bon professeur? Évidemment, c'est une situation extrême. Ce que je dis, c'est que le professeur prend la parole de cette manière-là, il doit le faire de manière publique. Que le professeur puisse et déjà joindre. Un instant, là, petit problème technique parce qu'on veut vraiment prendre le temps de vous écouter, c'est important. Alors, allez-y, répétez ce que vous disiez, s'il vous plaît. En fait, c'est vraiment des extrêmes. Là. Bon, est-ce qu'on peut continuer l'entrevue par téléphone, s'il vous plaît, parce que moi, je veux entendre absolument Patrick Provost, ce qu'il a à dire là-dessus. Là. Ce que je lui demande, c'est
Est-ce que lui considérait qu'un professeur d'histoire qui nie l'existence de l'Holocauste serait un bon prof d'histoire? Est-ce qu'un professeur de physique qui nie l'existence des forces de la gravité serait un bon professeur? Est-ce qu'on peut maintenant se parler, M. Provost? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Excellent. Donc, évidemment, ce sont des exemples un peu extrêmes, mais je dirais que si le professeur s'exprime dans un contexte où les autres professeurs peuvent le corriger, peuvent intervenir sur la même place, que ce soit dans un congrès scientifique ou la place publique, eh bien là, ce sont les collègues qui vont corriger le collègue en question qui se sera exprimé sur un sujet qui aurait exprimé une opinion controversée. Mais c'est pas à une direction d'université ou autre, là, ou au ministre de l'enseignement supérieur de décider cette opinion-là n'est pas correcte. Donc, c'est toujours une question d'argumentation, comme M. Facal le soulignait tout à l'heure. Donc, c'est une question d'argumentation, de permettre aux scientifiques de débattre. Et à ce moment-là, c'est par le débat et l'inclusion de tous les scientifiques qui sont intéressés, c'est de là que peut émerger la vérité. Ben oui, c'est comme ça que toujours fonctionné la science d'ailleurs, là. Argument, un contre-argument, puis après ça, bon, de la collusion des deux naîtra la lumière. C'est ça qu'on dit. Mais avouez que depuis le début de cette crise-là, là, qui s'éternise, cela est devenu pratiquement impossible. Les débats contradictoires sont disparus de la scène publique. Et ça, c'est vraiment malheureux parce qu'au Québec, on historique de débats contradictoires à la télé. Il y a des femmes qui ont mené des émissions pendant des décennies à la télé, pour nommer Jeannette Bertrand, par exemple. Mais là, depuis le début de la crise, il y en a plus de débats contradictoires, ou en tout cas, ils sont ridicules. Alors, moi, je suis là prêt à débattre publiquement avec quiconque le veut, mais je suis tout seul. Alors, je vous dis, tu sais, est-ce que je gagne par défaut parce que les chercheurs qui devraient débattre avec moi ne sont pas à l'ajoute? Je vous pose la question. Est-ce que vous faites un parallèle entre ça et le manque de débat concernant les changements climatiques, par exemple, qui seraient causés par l'être humain? Là aussi, là, si on déroge du discours officiel, on est comme mis au banc de la société de la communauté scientifique. J'ai vraiment beaucoup de difficultés avec le discours officiel parce que c'est une façon d'imposer, une façon de penser à la société. Et à l'université, en tout cas, quand on parle de scientifiques et de chercheurs et de professeurs, on doit pouvoir les laisser s'exprimer librement et débattre librement sans risque de contrainte ou de sanction. Et c'est comme ça que la société progresse. Oui, mais le problème, c'est que vous êtes Monsieur Provost, pour les fins de la discussion, là. Le problème, c'est que vous n'êtes pas là en communauté scientifique et tout ça. Vous êtes un professeur. Donc, les étudiants disent, moi, je ne connais pas. Je sais pas, je vais m'abreuver à cette personne-là qui a une position d'autorité et qui, lui, connaît des choses que moi, je ne connais pas. Et c'est là où ça peut être le problème, là, parce que votre vis-à-vis, c'est pas un autre scientifique avec qui vous devez débattre. Votre vis-à-vis, c'est quelqu'un qui connaît rien, vous devez lui transmettre des connaissances, et si vous lui transmettez de mauvaises connaissances, ben là, c'est pas bon pour l'élève. C'est pas la même chose. Ce que je transmets au public, ce sont toujours les meilleures connaissances dont je dispose. Et j'ai donné à peu près une 60aine d'heures d'entrevues publiques depuis le 7 décembre 2021. Et s'il y a quelque chose qui est faux dans ce que je dis, ben j'invite les collègues. Les collègues sont toujours invités à s'exprimer sur la même plateforme et à me contacter pour essayer de me corriger ou à avoir la discussion qui est impossible là, depuis le début de la crise. Mais là, on voit qu'il y a des gens qui perdent leur job, là, parce que, par exemple, qui remettent en question là, la théorie du genre, puis qui disent, non, je m'excuse, mais le sexe, il y a deux sexes, là, c'est homme ou femme, puis c'est un sexe que tu l'as à la naissance, là, on constate pas, on te donne pas un sexe, on le constate, là, et dire ça, maintenant, ça équivaut, il y a des gens qui peuvent perdre leur job pour dire ça. Est-ce que vous trouvez, vous, qu'il y a une liberté de parole qui est en danger dans les universités? Ah ben ça, c'est clair. Et puis, ça me concerne pas seulement moi. Il y a beaucoup d'autres professeurs qui sont dans ma situation, des professeurs qui vont s'auto-censurer. Et ça, c'est vraiment symptomatique d'une société qui n'évolue pas dans la bonne direction. C'est vraiment les privations de liberté d'expression et toutes les sanctions qui peuvent être
imposer aux scientifiques. J'ai beaucoup de collègues, moi, qui ont subi des sanctions de la part d'ordre professionnel, simplement pour avoir exprimé une parole juste et de précaution. Hein, c'est toujours quand on prend la parole publique, surtout depuis le début de la crise, on fait extrêmement attention à ce qu'on dit parce qu'on sait la réaction que ça pourrait engendrer. Et c'est d'autant plus juste de tenir compte de ces paroles-là. En tout cas, ça pose des questions très, très intéressantes sur la liberté de parole au sein des universités. Merci beaucoup, M. Patrick Provost. Puis bien sûr, je dis aux gens d'aller lire la chronique excellente de Joseph qui a publié hier. L'Université Laval a eu tort de congédier Patrick Provost. Et puis ceux qui veulent nous écrire à Cube, j'ai très hâte de vous lire là-dessus parce que c'est un débat très intéressant. On va s'en reparler, M. Provost. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Au revoir.